Bonjour. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à l'élection présidentielle et plus précisément à un sondage intéressant et important qui a été publié par notre confrère Le Monde. Et mes deux invités sont des orfèvres en matière de sondage et de questions politiques, surtout de politique intérieure française. Il s'agit ici présent en studio de Dominique de Montvalon, éditorialiste bien connu de nos téléspectateurs, et à distance, mais à courte distance, de Jean-Claude Casanova, directeur de la revue Commentaire et l'ancien président de la Fondation nationale des sciences politiques, autant dire de Sciences Po Paris. Je vous remercie, Jean-Claude Casanova, d'avoir bien voulu accepter mon invitation. Alors, je dois tout d'abord dire, pour rester dans la légalité la plus totale, que c'est un sondage Ipsos, Sopra, Steria pour Le Monde, la Fondation Georges Jaurès et le Cevipof, réalisé par Internet du 14 au 17 janvier sur un échantillon de 7910 personnes représentatifs de la population française inscrite sur les listes électorales et âgés de 18 ans et plus. Et l'importance de ce sondage, c'est son amplitude, comme dit Le Monde, puisque l'échantillon utilisé est de 12 542 personnes, ce qui est vraiment beaucoup. Alors, que nous dit ce sondage que nous allons commenter? C'est que le président sortant est installé en tête des intentions de vote, la gauche s'éparpille, la candidate du Parti des Républicains, Valérie Pécresse, fait maintenant jeu égal avec Marine Le Pen. Donc, Dominique de Montvalon et Jean-Claude Casanova, vous avez étudié ce sondage. Jean-Claude Casanova, quelles sont les conclusions que vous en tirez? Bon, la première conclusion que j'en tire, mais elle n'a pas une grande importance, c'est celle que l'émiettement est la faiblesse de la gauche. La deuxième conclusion, c'est évidemment la montée de Madame Pécresse, qui est susceptible, si elle dépasse Marine Le Pen, d'atteindre le second tour, montée qui est expliquée par la présence d'Éric Zemmour, qui, en prenant des voix à Marine Le Pen, sort de l'hypothèse classique d'un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et c'est le principal changement, et donc toute l'attention va désormais se porter sur la position relative de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen. Dominique de Montvalon, est-ce que vous partagez cette... Je partage tout à fait ce diagnostic, ce décryptage de Jean-Claude Casanova. J'ajouterai simplement ceci, à mes yeux c'est un simple complément, c'est que encore aujourd'hui nous sommes avec un électorat volatile, largement volatile, des électeurs qui se posent des questions, et nous ne sommes pas dans le registre habituel des grands scrutins présidentiels de la Ve République. Donc c'est une situation qui oblige, c'était d'ailleurs tout à fait ce que faisait Jean-Claude Casanova, me semble-t-il, qui oblige en même temps à la prudence. Effectivement, la gauche est en miettes, ou en tout cas en petits morceaux, enfin ce qui revient au même. Il y a un éparpillement général et il y a un match qui semble se dessiner entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse. J'imagine qu'on va reparler de Valérie Pécresse. Juste un mot à propos de Marine Le Pen. Il y a une situation complètement extraordinaire, au sens neutre et fort du mot. Au lendemain de son débat raté, je suis modéré, avec Emmanuel Macron au second tour de 2017, l'idée prévalait que cette fois, ça avait été tellement raté, elle était tellement à côté de la plaque, passez-moi l'expression, que cette fois, elle ne s'en remettrait pas. Quand en plus on a vu surgir Éric Zemmour, on s'est dit, alors cette fois, enfin beaucoup se sont dit qu'ils s'en réjouissent ou pas, ça c'est un autre problème. On dit cette fois, comment va-t-elle faire pour tenir le coup? Et donc il y a, dans la séquence actuelle, il y a quand même à mes yeux, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Claude Casanova, un petit mystère, comme si quelque part la candidature d'Éric Zemmour avait, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que je dirais les choses, avait recentré, toute proportion gardée, Marine Le Pen, et la voilà qui tient la route, qui est au coude à coude, et même peut-être légèrement devant, avec Valérie Pécresse.
Ça, ce n'était pas du tout ce qu'on pouvait imaginer il y a, je répète, quels que soient les sentiments qu'on peut avoir, qu'on pouvait imaginer il y a seulement quelques semaines. C'est une présidentielle qui n'a pas fini de réserver des surprises. Je ne prends pas de risque en disant ça, mais je le pense fortement. Et Jean-Claude Casanova, quelle est votre opinion là, à ce sujet? Oui, je partage l'avis de Dominique. C'est que la présence de Zemmour a profondément modifié le jeu politique parce qu'il était tout à fait inattendu, il n'appartient pas à une formation politique, il n'avait pas fait de politique active auparavant et il est apparu en mettant l'accent sur un certain nombre de problèmes, principalement sur les problèmes sécurité et immigration. Et de ce fait, si vous voulez, il a obligé Valérie Pécresse à se porter un peu plus sur la droite et sur ses problèmes, et il a fait apparaître, comme vient de le dire Dominique Vallon, il a fait apparaître Marine Le Pen comme plus modérée, plus installée qu'elle n'était auparavant. Il faut dire qu'ayant déjà été candidate, elle est installée. Il y a un phénomène de l'élection présidentielle à 5 ans et qui fait qu'il y a désormais des habitués qui durent 2 scrutins. On voit bien que le déclin de Mélenchon est lié au fait que c'est son 3e scrutin et qu'il paraît un peu usagé désormais. Parmi d'autres, il y a beaucoup d'incertitudes. Après, peut-être on peut parler évidemment de Valérie Pécresse. C'est de savoir jusqu'où Marine Le Pen ira-t-elle dans son, je mets d'énormes guillemets, dans son recentrage relatif, mais quand même spectaculaire, du moins par rapport à Éric Zemmour. Vous savez qu'une partie des supporters ou des électeurs d'Éric Zemmour, certains d'ailleurs, c'est les cadres du Rassemblement national, s'en vont chez Zemmour à cause de ça, lui reprochent à Marine Le Pen d'avoir un peu trahi le message, trahi son camp, enfin trahi, en tout cas d'avoir abandonné le credo habituel. Mais on ne sait pas si ce qu'elle perd avec les durs qui préfèrent, je mets des guillemets, qui préfèrent Zemmour, elle ne le regagne pas en crédibilité, c'est une hypothèse, hein, avec ceux qui disent finalement, tout compte fait, elle a appris de l'expérience et je dirais même elle a appris de l'échec. Alors cela dit, on revient au point de départ de votre question, encore faut-il qu'elle devance qu'elle accède au second tour, donc elle devance Valérie Pécresse. C'est compliqué, hein, et c'est pas joué. Jean-Claude Casanova, comment estimez-vous les chances de Valérie Pécresse? Écoutez, jamais je n'ai vu un premier tour aussi incertain, parce que le match entre Marine Le Pen, Zemmour et Valérie Pécresse est très inhabituel. Il faut que Valérie Pécresse apparaisse comme présidente possible et il faut en même temps qu'elle soit satisfaisante par rapport à l'électorat qui a des exigences en termes de sécurité et d'immigration. Alors, parce que le vote pour Marine Le Pen et le vote pour Zemmour est en partie un vote de protestation plus qu'un vote de désignation. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs qui sont prêts à voter pour Zemmour, pas tellement pour amener Zemmour à la présidence, mais pour manifester leur adhésion au thème qu'exprime Zemmour. Et c'est la même chose pour Marine Le Pen. Et il faut que cet électorat de manifestation, si j'ose dire, se reporte sur Valérie Pécresse en jugeant que Valérie Pécresse combine 2 avantages, elle participe de la manifestation et elle a les capacités pour gouverner. Et je ne sais pas si ce phénomène se produira, c'est-à-dire que Valérie Pécresse a un double problème et je ne sais pas si elle le résoudra, puisque pratiquement aujourd'hui, ils sont tous les 3 quasiment à égalité, avec un léger avantage pour Marine Le Pen et Valérie Pécresse.
Alors dans ce sondage, on a aussi posé d'autres questions, principalement sur les préoccupations des Français. Alors les principales préoccupations pour 44% des Français, c'est le pouvoir d'achat, ensuite suivi par l'épidémie de Covid, pour 35% c'est le système de santé, ensuite l'environnement, l'immigration pour 28% des Français est un problème, la délinquance pour 25% des Français, suivi par l'inégalité sociale 23%, les retraites 21%, les déficits publics et la dette n'arrivent qu'à 15% et le système scolaire n'intéresse, si j'ose dire, ou n'inquiète que 12% des Français. Donc est-ce qu'au vu de ces résultats, pensez-vous, puisque les Français font une part importante à la question de l'immigration et de la délinquance, est-ce que ça n'est pas quand même quelque chose qui va continuer à lancer ou à pousser Zemmour à arriver à avoir suffisamment de parrainage pour se présenter? Je m'adresse là à Dominique de Montvalon. Ah bon? Moi, je parle le premier, mais j'écouterai surtout Jean-Claude Casanova sur ce sujet. Je dirais que ce que, me semble-t-il, ce que les Français ne veulent pas, c'est une présidentielle qui soit réduite au problème de l'immigration. Ce que les Français ne veulent pas non plus, c'est une présidentielle où on ne parle pas de l'immigration, où on ne le tient pas pour un problème important. Je considère à titre personnel que le slogan « Immigration zéro » est un non-sens absolu. En revanche, une situation dans laquelle l'État a bien... Aujourd'hui, les représentants de l'État, de l'exécutif, c'est Emmanuel Macron et son gouvernement, mais ça vient de plus loin, dans lequel l'État n'est pas en mesure d'expliquer, sauf en se mettant complètement sur la défensive, aux Français pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ça a augmenté, quels sont les critères qui font que l'immigration a augmenté dans tel ou tel domaine. J'arrête. Je veux dire, il y a besoin d'ordre au sens républicain, bien entendu. Il y a besoin de remettre un peu d'ordre là-dedans. Je ne crois pas à une présidentielle, je le répète, j'insiste, je ne crois pas à une présidentielle entièrement centrée là-dessus, contrairement à ce que pense tel ou tel des candidats au moins qui est en lice aujourd'hui. Mais en revanche, ce serait une grave erreur de ne pas considérer qu'il y a un problème vécu comme tel par une grande majorité de Français de toute sensibilité. Jean-Claude Casanova? Oui, mais je crois que Dominique a bien résumé la situation. Je crois que les Français veulent que l'immigration et l'insécurité, les violences, etc., soient prises en compte et que le gouvernement paraisse conscient et actif, mais ils veulent en même temps être gouvernés. Et être gouvernés, ça implique aussi de redoutables lutter sur de terrains redoutables, la maladie, la situation économique, les problèmes européens, l'Ukraine, etc. Et donc l'élection va se jouer sur la capacité à gouverner. Et logiquement, Valérie Pécresse a, de ce point de vue-là, compte tenu de son expérience, compte tenu de son appartenance à un parti qui a longtemps gouverné, devrait logiquement arriver en tête par rapport à Zemmour et Valérie Pécresse. Mais ce n'est pas sûr, c'est-à-dire qu'il faut que la conviction s'installe chez un plus grand nombre de Français de son aptitude à gouverner. Et c'est ce qu'elle devrait essayer de démontrer, tout autant qu'elle démontrera, elle a déjà démontré d'ailleurs que les problèmes de sécurité, d'immigration, etc., qu'elle était consciente de ces problèmes. Mais si elle n'est pas à 20%, ce qui serait normal, elle invoque Jacques Chirac, ça a toujours été le score de départ de Jacques Chirac, si j'ose dire, entre 18 et 20%. Donc elle devrait se trouver à 18-20%, et le fait qu'elle n'y soit pas encore est lié à la nature de la campagne et à l'image qu'elle donne. Jean-Claude Casanova, à quel moment est-ce que les choses se fixent avant? Je veux dire, est-ce que les sondages arrivent à donner le plus proche
résultat par rapport à la présidentielle? C'est-à-dire, est-ce que c'est 2 semaines avant, 3 semaines avant que les choses se figent? C'est les tendances qu'il faudra observer, si vous voulez. Mais je voudrais dire qu'il y a une inconnue en raison de la persistance de la maladie, c'est quel sera le taux d'abstention et quelles seront les conséquences du taux d'abstention sur les résultats. Parce que euh, traditionnellement, on considère que l'abstention est homogène, c'est-à-dire que le, les abstentionnistes se répartissent également entre tous les partis et tous les candidats. Mais ce n'est pas si sûr. L'abstention peut varier selon les régions et peut varier selon les catégories sociales et selon les catégories d'âge. Donc, s'il y avait un taux élevé d'abstention, la prévision à partir des sondages sera extrêmement difficile. Oui, je pense que l'abstention est un gros point d'interrogation. On est tenté aujourd'hui, on verra, de penser que l'abstention sera d'abord plus forte qu'elle n'était d'habitude dans une élection présidentielle qui est une élection qui intéresse l'ensemble des Français. On verra. Et puis effectivement, comme le dit Jean-Claude Casanova, je partage tout à fait son avis, la composition de cette abstention risque de ne pas correspondre à ce à quoi on est habitué. Je voudrais juste ajouter quelque chose, qu'on me parlait il y a 2 minutes encore de Valérie Pécresse. Il faut qu'elle, passez-moi l'expression qui est un peu familière, il faut qu'elle s'arrache, c'est-à-dire qu'elle a démontré des capacités indéniables comme présidente de la région Île-de-France. Là, il s'agit quand même de la présidence de la République. C'est possible, c'est pas encore fait, hein. Mais il y a une autre inconnue, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, bon, il sera candidat, je ne sais pas quand, mais il sera candidat. Mais c'est très important de voir sous quel angle il se présentera, sous quel drapeau, avec quelle thématique. Et c'est difficile de le savoir. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est qu'il ne peut pas se présenter comme l'homme de la continuité, parce que sinon il est battu. Alors, qu'est-ce qu'il voudra changer? Qu'est-ce qu'il voudra proposer? Et en fonction de ça, le dispositif se mettra en place, y compris pour Valérie Pécresse, qui peut-être est plus dépendante, mais au bon sens du terme, de ce que fera ou ne fera pas, de ce que dira ou ne dira pas Emmanuel Macron. Jean-Claude Casanova, ne trouvez-vous pas surprenant que Emmanuel Macron ait annoncé qu'il ne voulait pas participer au débat du premier tour? Bon, écoutez, c'est logique parce que il est quasiment sûr d'être au deuxième tour et le débat du premier tour est un débat avec tout le monde. Et ce qu'il souhaite, c'est au fond de dire, voilà, il y a 2 politiques possibles, voilà la mienne. Et donc, il va, je pense que dans la campagne qui vient, il va définir ce qu'il va refuser, certainement. C'est un débat collectif, à moins qu'il s'y rallie, mais j'en doute. Un débat à 8 ou 9, ça n'a pas été très bon dans les élections précédentes. Ce sont des débats difficiles à organiser dans lesquels il n'y a pas de vrai débat entre les candidats. Ils ne s'affrontent pas les uns les autres, ils parlent séparément. Et donc, je serais étonné qu'il aille vers ce type de rencontre. Mais peut-être, nous verrons. Et son problème, c'est de dresser malgré tout une forme de bilan. Il dira, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je voudrais faire. Et voilà ce que je voudrais faire. Et quand il dira, voilà ce que j'ai fait, il dira ce qu'il a fait en fonction de ce qu'il souhaitait faire au moment de son élection et en fonction de ce que les événements, et principalement la maladie et les conséquences économiques de la maladie, l'ont conduit à faire, et il fera un bilan de la politique française vis-à-vis de la maladie, de la politique française vis-à-vis de la gestion économique de la maladie et de la perspective qui va suivre en Europe. Je reviens à ce propos, puisque vous parlez de la maladie, sur ce sondage qui nous dit que 42% des personnes interrogées se déclarent satisfaites de la manière dont le gouvernement gère le dossier de la Covid-19, un chiffre en baisse de 7 points par rapport à décembre 2021.
Ils sont donc 58% à ne pas être satisfaits. En revanche, 62% des sondés se déclarent favorables à la mise en place du pass vaccinal. Effectivement, on a quand même l'impression que le maître des horloges est dans une situation plus favorable pour sa réélection, grâce, si j'ose dire, grâce à la campagne de vaccination, grâce aux efforts qui ont été faits du côté de la santé. Non, Bernard, soyons prudents. J'ai tendance à penser que si on écarte artificiellement les considérations, j'allais dire, de politique politicienne ou électorale plutôt, qui expliquent que même ceux qui n'en pensent pas moins tombent un peu à bras raccourcis sur le président, parce que ainsi est la logique de l'élection présidentielle. En réalité, beaucoup de Français ont été et sont plutôt satisfaits. Bien sûr, il y a eu des fautes de quart, il y a eu des erreurs, etc., mais plutôt satisfaits de la façon dont l'épidémie jusqu'ici a été sinon maîtrisée, en tout cas a été gérée. Hein. Bien, je répète, il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes, il y a eu quelques... Bien sûr, mais enfin, si on fait comparaison avec d'autres pays européens et si on se rappelle la vague qui arrivait, on ne savait pas d'où, et qui est arrivée, qui en plusieurs temps nous a, nous Français, et puis au-delà les Européens, frappés, le bilan n'est pas trop mauvais. Mais je voudrais tout de suite dire, ajouter juste une phrase, il n'est pas sûr que ce soit forcément un atout pour Emmanuel Macron. Autrement dit, pour forcer un peu le trait, je crois qu'en réalité, beaucoup de Français, une majorité de Français, indépendamment de leurs étiquettes et de leurs prédispositions politiques, donnent acte ou seraient prêts à donner acte en leur fort intérieur à Emmanuel Macron de la façon dont il a géré l'épidémie, mais ils ont envie de tourner la page. Et je me souviens que nous en avions parlé, la comparaison n'est pas raison, hein, mais on se rappelle, n'est pas raison, hein, on se rappelle, on en avait parlé, ce qui s'était passé pour Churchill à sortir de la Seconde Guerre mondiale. Bon, hein, je suis prudent dans l'évocation de... Mais il donnait acte à Churchill de ce qu'il a fait et de ce qu'il a très bien fait. Et puis, ils ont voulu se débarrasser de Churchill. Il y avait d'autres raisons, mais quand même... pour, en quelque sorte, passer à autre chose. La guerre, c'est la guerre, et après, on passe à autre chose. Donc, attention, c'est compliqué pour Emmanuel Macron, la situation telle qu'elle est. Jean-Claude Casanova, nous approchons du terme de cette émission. Je vous laisse un mot de conclusion. Oui, mais pour revenir sur Emmanuel Macron, la comparaison avec Churchill, il y a quand même le fait que par rapport à tous ses prédécesseurs, il arrive à l'élection avec un socle de popularité par rapport à ses prédécesseurs, par rapport au président Hollande et à Sarkozy et à Chirac, avec un taux beaucoup plus élevé. Donc il est un président qui se représente. Aucun des présidents qui s'est représenté récemment n'a été réélu, mais lui se représente avec un taux plus élevé. Et d'autre part, sur la crise de la maladie, il l'a correctement gérée. Si on compare aux autres pays, si on compare aux États-Unis et à la Russie, c'est un succès incomparable. Si on compare à l'Angleterre et à l'Espagne, c'est un succès. Si on compare à l'Allemagne et à l'Italie, c'est un peu mieux que l'Italie, à peine comme l'Allemagne. Donc, malgré tout, les Français ne peuvent pas ne pas le voir. Et d'autre part, il a bien géré économiquement, c'est-à-dire qu'il a assuré le maintien du niveau de vie et il a assuré l'emploi. Il va se représenter avec une situation de l'emploi incontestablement améliorée. Donc, malgré tout, si vous voulez, les éléments négatifs ne me paraissent pas au premier plan. Il y a des éléments négatifs, mais je crois qu'il part sur une base plus solide que ses prédécesseurs. Merci beaucoup Jean-Claude Casanova. Je vous propose d'en reparler dans quelques semaines. Peut-être que les choses auront évolué d'ici là. Merci beaucoup. Et encore un petit mot de la fin pour vous, Dominique. Je partage tout à fait ce que vient encore de dire à l'instant Jean-Claude Casanova. Il n'y a jamais, je dois le redire, Jean-Claude Casanova l'a dit,
jamais, à l'exception des deux présidents, François Mitterrand et Jacques Chirac, au sortir d'une cohabitation qui leur avait permis, paradoxalement, de se refaire une santé politique, si je puis ainsi m'exprimer, jamais un président jusqu'ici sous la Ve République n'a été réélu au terme d'un premier mandat. Les conditions sont aujourd'hui réunies, non pas pour que ce soit forcément le cas, mais pour que ce soit possiblement le cas. En tout état de cause, pour Emmanuel Macron, c'est un exploit. Merci beaucoup Dominique de Montvalon. Merci beaucoup Jean-Claude Casanova. Je ne vous voyais plus, donc j'avais peur que vous ne soyez pas là. Donc je vous remercie très sincèrement, 1000 fois, d'avoir accepté. Merci aussi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.